Madame, Monsieur, bonsoir. Pourquoi le pouvoir d'achat s'effrite-t-il? Ou sous un autre angle, pourquoi le coût de la vie se renchérit-il autant? Comme une pandémie, l'inflation touche les quatre coins de la planète. C'est la fièvre sur les marchés des matières premières, et ce depuis plusieurs mois maintenant. Les prix alimentaires sont au plus haut depuis 10 ans. Une hausse en partie soutenue par la récente flambée des prix des intrants. Sur les 12 derniers mois, tous les prix des intrants, à l'exception des semences, ont grimpé. Plus en moyenne 66% pour l'énergie, plus 22% pour l'alimentation et plus de 50% pour les engrais. La hausse des engrais est entre autres due à la flambée des coûts de l'énergie, mais pas que, mais aussi aux réductions d'approvisionnement et aux politiques commerciales, en particulier cette suspension par la Chine de ses exportations d'engrais, et ce jusqu'en juin 2022. Côté énergie, les prévisions de base des services du Fonds monétaire international suggèrent que pour les économies avancées, l'inflation atteindra un pic en moyenne dans les derniers mois de cette année et baissera à environ 2% d'ici la mi-2022. Plus d'optimisme côté Banque mondiale qui estime pour sa part que la flambée des prix sur les matières premières et notamment sur l'énergie devrait se calmer dans 2 mois. Ce soir, nous avons avec nous 3 experts avertis pour nous répondre aux questions de pouvoir d'achat ou de compétitivité, des questions qui taraudent aujourd'hui autant le consommateur que l'industriel ou l'agriculteur, sans oublier les menaces grandissantes qui pèsent sur la sécurité alimentaire, notamment sur notre continent africain. D'ailleurs, j'ai le plaisir tout de suite d'accueillir nos 3 invités depuis Paris. Olivier Ravel, président Europe de la bourse électronique de gré à gré Griffin Markets. Depuis Rome, Pascal Liu, économiste principal, division des marchés et du commerce Food and Agriculture Organization of the United Nations, la FAO. Et depuis Nairobi, se joint à nous Mounir Halim, fondateur et directeur général d'une agence d'information sur les prix spécialisée sur le marché des engrais en Afrique, Africom. Bonsoir messieurs et bienvenue à vous dans Questions d'actu. Olivier Ravel, bonsoir. Alors, vous avez une longue expérience des marchés des matières premières. Est-ce que la situation est aujourd'hui inquiétante? La situation à terme est-elle inquiétante? D'abord de manière globale et puis on ira dans le détail. Alors, la situation actuelle est tout à fait, on va la qualifier d'inhabituelle. Il faut rechercher la genèse des restrictions actuelles et des difficultés d'approvisionnement et donc par conséquence des prix élevés dans les conséquences de ce qui s'est passé avec la pandémie sur le Covid. La pandémie sur le Covid a, en 2019, en 2020, réalisé une contraction historique de la demande. Et en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, en partie, c'est une conséquence de la réduction très importante des programmes d'investissement, des CAPEX, des programmes aussi de mise en rénovation d'un certain nombre de champs pétroliers, de champs gaziers, qui fait que quand l'économie mondiale, de façon relativement synchrone, se remet à consommer, l'appareil de production et la logistique associée a beaucoup plus de mal à répondre à la résurgence de la demande qui est une résurgence synchrone. C'est là qu'il faut aller chercher un petit peu la genèse de la situation actuelle. Maintenant, est-ce que la situation est inquiétante? Il y a des mécanismes qui nous permettent d'espérer, on va dire, à terme, une meilleure adéquation de l'offre et de la demande. Le prix, bien évidemment, contribue de façon tout à fait importante à cet meilleur équilibre, mais on peut tout à fait imaginer qu'après un hiver dans l'hémisphère nord qui sera, on l'espère, pas trop rigoureux, que les prix des matières premières, en particulier de l'énergie et des matières premières agricoles, qui sont fondamentales, ont tendance à se calmer. Oui, mais quand vous dites que la machine économique un peu dans le monde se remet à consommer, est-ce que vous pensez peut-être, ou vous partagez l'avis de certains observateurs qui pensent que cette reprise a été un peu trop rapide et un peu trop forte?
Alors, la reprise, elle n'est pas plus rapide ou plus forte que ce qu'elle devait être. On avait eu un choc historique sur la demande. La différence par rapport à ce qui se passe d'habitude, c'est que tout le monde veut consommer plus en même temps. Or, on le voit sur les prix du fret, en particulier le fret des containers et le fret de Mhm, vrac. mhm, On le voit sur le prix des matières premières agricoles. On ne peut pas, d'un seul coup, tous en même temps, vouloir retourner à un niveau de consommation qui était identique à celui qu'on avait auparavant, avec un appareil logistique qui est légèrement dégradé. En plus de cela, on le voit un petit peu, on a la COP26 qui vient d'avoir lieu, la demande essaye, en plus de ça, de se décarboner. mhm. Or, une demande décarbonée, ça veut dire en général Coûte plus des cher. segments de marché sur lesquels les gens vont avoir tendance à se concentrer plus qu'avant. Plus de gaz, si possible moins de pétrole, même si ce n'est pas toujours possible. C'est une des conséquences de ce qui se passe. Est-ce qu'on peut parler de... Alors, ou tout simplement, Olivier Ravel, pourquoi autant de pression sur le secteur de l'énergie aujourd'hui? Donc, vous avez parlé bien sûr de cette inadéquation peut-être de l'offre et la demande, mais il y a quand même d'autres pressions qui pèsent sur, j'ai envie de dire, la locomotive de ce marché des commodities et qui impactent par ricochet tous les autres segments, en l'occurrence les matières premières agricoles ou autres. Mais en tout cas, pourquoi autant de pression sur ce marché énergétique? Écoutez, repartons à la base. On a eu, pour la deuxième année consécutive, on va être dans une configuration de climat mondial qui s'appelle la Niña. La Niña est associée en général à des hivers plus rigoureux et un certain nombre de perturbations des productions agricoles, en particulier en Australie Mhm. et sur la côte est d'Amérique du Sud. On a tout un tas de phénomènes climatiques qui ont rendu la reprise encore un peu plus compliquée en termes de fournir cette offre que ce qu'elle aurait pu être d'habitude. Euh, je pense que à ce stade, quand on est dans une situation dans laquelle les prix ont énormément monté, les mécanismes de substitution commencent à fonctionner. Mhm. Euh, je pense qu'on peut espérer que l'augmentation de la demande, en plus de ça, on est dans une phase dans laquelle, globalement, mondialement, on assiste à une devise de dollar, le dollar qui est fort, vraisemblablement un début de remontée des taux. Ça Mhm. devrait contribuer à calmer cette demande à long terme. Il faut distinguer la demande structurelle et inamovible de la demande qui est aussi liée au positionnement d'un certain nombre d'investisseurs sur les marchés de matières premières, là où ils pensaient éventuellement qu'il y avait justement des espoirs de reprise importants. Et évidemment, ça a fonctionné à plein. Oui, et puisqu'on parle donc de produits alimentaires, avec nous depuis Rome, Pascal Liot, économiste principal, division des marchés et du commerce à la FAO. Bonsoir Pascal Liot. Encore une fois, merci d'être avec nous. On parle d'un indice FAO des produits alimentaires qui a cru de 3% en un an, de septembre 2020 à septembre 2021. Que signifie cela? Parce qu'on le lit dans plusieurs analyses, dans les médias. Est-ce que cette hausse-là est conséquente pour d'abord le consommateur, mais aussi pour l'industrie et l'agroalimentaire? Et en gros, quels sont aussi les produits les plus touchés par cette flambée des prix? Oui, bonsoir et merci pour vos questions. Alors effectivement, l'indice FAO, qui est un indice composé qui concerne donc les prix internationaux d'un panier de produits alimentaires, a atteint récemment son plus haut niveau depuis 10 ans. Comme vous le Mhm, disiez, une forte hausse. Et cet indice couvre en fait plusieurs produits alimentaires de base, comme les céréales, les huiles végétales, la viande, les produits laitiers et le sucre. Alors parmi ces produits, effectivement, il y a eu des hausses très fortes. Par exemple, les prix du blé ont augmenté d'environ 40 sur les 12 derniers mois. Les huiles alimentaires, l'augmentation a été encore plus forte, on parle à peu près de 70. Quant au sucre, à peu près 40 aussi. Donc c'est des hausses effectivement très fortes qui peuvent avoir des répercussions, ces prix internationaux, sur les prix, des marchés, en fait, des pays.
Le blé, par exemple, a été affecté par la baisse de production dans certains grands pays producteurs, comme en Amérique du Nord ou en Russie. Le sucre est affecté par la remontée des prix, du pétrole et de l'énergie en général, puisque en fait, il peut servir pour la production de biocarburants, du bioéthanol. Les prix de la viande sont affectés par la fièvre porcine. C'est pas une nouvelle évolution, ça fait déjà un certain temps que la fièvre porcine est là et donc a des impacts sur l'offre mondiale de viande. Et aussi la demande de la Chine en matière donc d'importation de viande est importante. Donc c'est différents facteurs. Comme vous voyez, pour chaque produit, en fait, on a différents facteurs qui influent. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement cette concomitance. Donc différents facteurs poussent en même temps, convergent pour pousser en général les prix des produits alimentaires vers le haut. Ceci dit, il y a une exception. Par exemple, dans le cas du riz, les prix du riz ont plutôt tendance à aller en sens inverse, ils ont plutôt baissé grâce à des bonnes récoltes dans les principaux pays producteurs. Donc ça, c'est une différence importante avec les crises alimentaires précédentes qu'on a vues, notamment celle de 2007-2008, où là, les prix du riz avaient aussi fortement augmenté. Alors évidemment, ces hausses de prix sur les marchés mondiaux peuvent se répercuter et se répercutent dans un certain nombre de cas Mhm, sur les marchés nationaux. mhm. Ceci dit, les marchés nationaux ont aussi leur propre logique et leurs propres facteurs et ils vont évoluer aussi différemment. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des cas où les prix mondiaux des produits alimentaires de base restent relativement bas et malgré tout, on a des flambées au niveau local ou au niveau national dans certains pays. Donc, il faut bien aussi prendre en compte le fait qu'il y a des facteurs locaux et nationaux qui jouent et qu'on n'a pas une transmission toujours directe des prix internationaux vers les marchés nationaux. Pascal Lieu, est-ce que, parce que si on voit de plus près les indices d'inflation dans le monde, on voit que par exemple dans des pays comme le Japon où l'inflation ne dépasse pas les 0,1%, aux États-Unis, elle est de l'ordre de 6,2%. Bien sûr, cela englobe les produits alimentaires tout autant que les autres produits à la consommation. Mais est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre l'inflation et l'autosuffisance, notamment en matières premières agricoles, Alors, naturellement? oui, alors il y a évidemment une forte corrélation entre les marchés internationaux de l'énergie et les marchés internationaux alimentaires. Mhm, On voit que, en fait, lorsque le prix du pétrole et en général des produits énergétiques augmentent, les prix donc des produits de base agricoles ont tendance à augmenter aussi. Donc il y a une forte corrélation et c'est dû en partie au fait qu'il y a une forte utilisation d'énergie dans la production agricole primaire, par exemple en ce qui concerne par exemple les intrants, la mhm. production d'intrants donc est forte et gourmande en énergie, les engrais en particulier, mais aussi certains produits d'application phytosanitaire. Aussi une forte demande d'énergie pour le travail de la terre, tous les moyens mécaniques qui servent à travailler la terre et à récolter, tracteurs, moissonneuses, batteuses et autres. Le transport local des denrées alimentaires et le transport international pour le commerce international, les exportations, et aussi la transformation des produits alimentaires en aliments. Donc tout ça, ça crée une certaine corrélation en fait entre les produits alimentaires, leur prix et les prix de l'énergie. Il y a aussi un autre facteur qui joue dans le cadre de cette inflation actuelle, c'est le taux de change aussi avec le dollar. Donc Mhm, ça aussi, un certain nombre de produits agricoles sont libellés en dollars. Donc absolument. évidemment, si le dollar se renchérit, il peut y avoir aussi un impact sur les produits agricoles, le prix des produits agricoles. Très bien, vous avez parlé En d'intrants juste. général, Oui, je vous laisse finir. oui. Je vous laisse Non, je terminer, dirais qu'en Pascal Lieu. général, je voudrais juste reprendre un petit peu enfin, revenir sur les propos, je pense, très importants de Olivier Ravel sur la demande, le manque d'adéquation entre offre et demande pour les produits énergétiques. Il y a eu, il faut bien dire, depuis quelques années, un sous-investissement, comme il l'a souligné, dans la production d'énergie, en particulier la production d'énergie fossile, qui n'a pas été compensé par l'investissement qu'il aurait dû y avoir dans les énergies renouvelables. En fait, Mhm. il y a eu évidemment une hausse forte des investissements dans les énergies renouvelables, mais elle est encore insuffisante pour combler le manque dû à la baisse des investissements dans les énergies fossiles. Et donc, une des conclusions, c'est que si on veut pouvoir résoudre de manière non seulement de manière à long terme ce manque d'offres énergétiques, il va falloir augmenter encore plus les investissements dans les énergies renouvelables. Et ça, c'était absolument indispensable parce que le monde, comme vous savez, donc la COP26 s'est terminée récemment, il y a 2 semaines,
Et les modélisations actuelles sur la base des tout derniers engagements des gouvernements en matière donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre montrent que avec donc les engagements actuels, le monde se dirige vers une hausse médiane au niveau mondial donc de la température d'ici la fin du siècle de 2,4 degrés Celsius, ce qui est tout à fait excessif par rapport au niveau jugé établi par le GIEC dans son rapport de 2018, qui disait qu'il fallait absolument tout faire pour réduire la hausse en dessous de 1,5 degré Celsius. Donc, il y a un effort énorme d'investissement à faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ça passe aussi par les émissions, les investissements dans les énergies renouvelables. Et entre-temps, les changements climatiques frappent de plein fouet, notamment les pays qui polluent le moins, et en l'occurrence, le continent africain, les pays d'Afrique subsaharienne. J'accueille à présent depuis Nairobi Mounir Halim, fondateur et directeur général d'Africom, donc agence d'information sur les prix spécialisés sur le marché des engrais en Afrique. On parlait des intrants, du renchérissement des prix de ces intrants. Alors si on compare aujourd'hui, selon, encore une fois, les observateurs, le coût d'une tonne d'engrais coûte plus cher qu'une tonne de riz. Aujourd'hui, sur ce marché des engrais. Pourquoi ? Comment analysez-vous cette courbe des engrais sur les derniers mois, Mounir Halim ? Oui, bonjour madame, et merci pour votre invitation. Effectivement, la situation est, je dirais même, catastrophique, surtout sur le continent africain. Mais pour revenir à votre point, la situation a commencé déjà avec une montée des prix depuis le début de l'année, et il y avait des différentes raisons. Ainsi similaire ce que nos Pascal et Ravel ont partagé, il y avait des éléments qui étaient conjonctionnels. Il y avait au début, quand on parle des engrais, il y a des différents types d'engrais. Donc il y a l'engrais phosphaté, il y a l'engrais azoté, ainsi de suite. Donc commençons par l'engrais phosphaté. Ça a commencé au début de l'année où les États-Unis ont ont créé des taxes sur le produit marocain et le produit russe. Maintenant, tout ce que ça fait, le résultat était tout simplement un changement de flux de trade. Donc au lieu de phosphate qui partait du Maroc et de la Russie vers les États-Unis, il y a la diversion vers le Brésil, l'Inde, l'Afrique, l'Asie. Et avec la consommation aux États-Unis qui n'était pas suffisante, plutôt la production du produit américain n'était pas suffisante, donc ils étaient obligés à prendre d'autres produits, saoudiens, jordaniens, égyptiens, etc. Et donc avec ça, il y avait un manque de produits dans d'autres régions, il y avait plus de demandes. Et donc ça a commencé avec ce point-là. Après, il y avait d'autres éléments. Il y avait le Hurricane Ida aux États-Unis qui a causé disruption encore de la production, donc plus de demandes, et donc il y a moins d'offres. Maintenant, après ça, il y avait aussi l'augmentation des prix de gaz et de pétrole. Donc, comme vous avez entendu, il y a une relation entre le prix de pétrole et les prix de produits agricoles. Il y a aussi cette relation qui est indirecte avec les prix d'engrais. Mais il y a aussi une autre relation qui est directe avec les produits azotés et phosphatés, c'est le prix de gaz. Et avec des raisons géopolitiques qu'on suit, qui se déroulent toujours, avec un prix de gaz qui a flambé en Europe, avec des usines de production qui ont fermé, le prix de production, le coût de production monte, et bien sûr, ça passe vers le consommateur. Maintenant, il y a d'autres raisons aussi qui sont très, très importantes et primordiales dans ce déroulement de cette année. Et vous l'avez mentionné dans votre introduction, c'est certains pays qui ont commencé à protéger leur production locale, c'est-à-dire au niveau de consommation et avoir un certain contrôle sur le prix. Donc, le plus important dans cet élément, c'est la Chine, qui ont instauré une inspection sur une forme de contrôle d'export qui a pratiquement arrêté les exports. On parle d'un pays qui exporte des millions et des millions, autour de 14 millions de tonnes d'urée et un peu similaire dans les phosphates. Et donc, quand ils arrêtent avec cet export, et ils sont des très grands fournisseurs à l'Asie, et particulièrement l'Inde, on a eu l'autre effet. Il y avait l'Inde maintenant
qui est aussi similaire à ce qu'on a entendu au niveau de la reprise rapide. Maintenant, ce qui s'est passé en Inde, que pour eux, l'urée, c'est un des engrais principaux. Et le problème, c'est que pour eux, c'est très politique. Et donc, les fermiers, après la révolution agricole et Green Révolution en Inde, ils consomment des millions et des millions de tonnes d'urée. Et ils ne sont pas assez pour produire, donc ils importent autour de 8 millions de tonnes, même plus. Maintenant, ils avaient épuisé les stocks durant la pandémie, et ils ont attendu un peu pour importer. Donc ça, c'est des enjeux commerciaux pour avoir le meilleur prix. C'était mal exécuté. Dans tous les cas, ils avaient besoin maintenant, avec l'épuisement des stocks, des tonnages records. Du phosphate, produits phosphatés et des produits azotés. Donc, avec la conjonction d'un produit pas assez disponible, de l'offre qui n'est pas vraiment disponible, et une demande en plus synchronisée partout dans le monde, donc il y avait des fortes demandes au Brésil, il y avait des fortes demandes en Inde, en Europe, et pas assez de produits. Automatiquement, le prix, donc avec tous ces éléments-là, le prix a continué de grimper, et on est arrivé à des prix, par exemple, pour l'engrais principal, l'urée, à des prix records de toute l'histoire. Donc la situation est catastrophique. Qui a été multipliée par 10, Mounir Halim. Est-ce qu'on peut dire que ces chiffres-là ont été multipliés par 10 en une année seulement? C'est quand même beaucoup. Je peux vous donner les chiffres exacts. Au début au début de l'année, par exemple, l'urée était autour de 200 à 300 $. On est arrivé à 1 000 $ ces derniers jours. Au niveau de DAP, on était à 400, on est à 900. DAP, c'est le produit phosphaté, c'est un des produits, le export principal du produit phosphaté du Maroc, par exemple, mais aussi le principal produit phosphaté dans le monde. Et donc, ça a commencé autour des 400, on est arrivé à 900 $ et ça a continué de monter. Et donc ça, avec la conjonction de tous ces éléments, on est dans une situation difficile, record, mais aussi alarmante sur l'Afrique. Parce que là, et ce que j'aime avec cette opportunité de vraiment sonner l'alarme pour la sécurité alimentaire en Afrique. Et ça, c'est un des raisons pourquoi on est là, c'est que les Africains, que ce soit le marché privé ou public, ne réagissent pas de la même chose qu'un marché brésilien ou américain ou européen. Surtout quand ces grands agriculteurs sont basés sur les marchés futurs. Et donc, ils voient que leur crop, leur maïs ou soja, c'est ça, à ce prix-là, quand je vais le produire, je peux acheter l'engrais qui a triplé. Je peux parce que je fais mes calculs et j'achète. Quand le vendeur me demande un prix élevé, je fais mes calculs, j'achète. Problème du marché africain qui est très important, ils ne font pas ça et ils n'arrivent pas à acheter le produit aujourd'hui. Ils reviennent dans 2 semaines et trouvent le produit à prix 50 $. Et ça enchaîne encore. Et du coup, ils réduisent leur utilisation des engrais, notamment pour les petits agriculteurs. D'ailleurs, vous êtes à Nairobi parce qu'il y a une conférence sur les fertilisants, sur les engrais et notamment comment faciliter l'accès aux engrais aux petits agriculteurs. Nous allons y revenir. Mais je vais revenir d'abord et puis continuer sur cette volatilité des prix, Olivier Ravel, notamment sur les différentes échéances des contrats, donc à terme qui ne contiennent pas seulement et contiennent beaucoup d'ingrédients, j'ai envie de dire, entre autres les coûts d'entreposage des matières premières, et aussi vous avez parlé tout à l'heure de l'offre et la demande qui deviennent cette marge entre l'offre et la demande qui devient de plus en plus étroite. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ceci doit être... Nous avions déjà... je vous avais déjà posé cette question dans une émission antérieure, mais je vous la repose. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de cette corrélation que les prix des matières premières, notamment énergétiques, ont sur la sécurité alimentaire, est-ce qu'aujourd'hui, une relative, j'ai envie de dire... peut-être pas imposer des régulations plus fortes, mais en tout cas réguler légèrement ce marché-là afin qu'il ne touche pas tout simplement à cette sécurité alimentaire qui reste vitale quand même. Alors, la sécurité alimentaire, c'est clair, c'est la chose la plus importante. Je pense que
ce qu'ont dit nos deux invités, c'est très important. Encore une autre façon dont les marchés de l'énergie et les marchés agricoles sont connectés, et je pense que puisque vous parlez de réglementation et vous parlez de phénomène de substitution, l'utilisation de terres agricoles pour fabriquer de l'éthanol au Brésil, aux États-Unis, où une partie non négligeable de la production de maïs sert à faire de l'éthanol pour faire les agrocarburants, c'est quelque chose qui doit être suivi de près. Vous parlez de réglementation, je ne suis pas sûr que la réglementation dure, l'interdiction ou le quota, ça soit quelque chose d'absolument nécessaire. Et je pense que les gouvernements doivent faire très attention à la façon dont, en période de hausse de prix des denrées alimentaires, dont les terres sont allouées, dont les récoltes en fait sont orientées soit vers la consommation humaine, soit vers la consommation animale, parce qu'une partie aussi non négligeable des terres qui sont plantées vont vers la consommation animale, le fourrage, et ensuite vers les agrocarburants. Je pense que les agrocarburants, ça va devenir de plus en plus un sujet, parce que dans un certain nombre de pays, la production d'éthanol est devenue très importante. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi réfléchir en termes de sobriété, c'est-à-dire qu'une calorie de viande, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à mettre en production qu'une calorie de végétal. Et donc la sobriété en Europe, mais également en Afrique, ça veut dire faire attention à ce que le bol alimentaire, de façon globale, soit de la façon la plus sobre possible, réorienté vers les matières premières purement végétales. Je vois bien, par exemple, qu'une des causes de la remontée de certain nombre de matières premières agricoles, comme il a été fait remarquer par M. Liu, c'était la reconstitution du cheptel chinois qui a fait qu'ils ont importé énormément de maïs pour les denrées qui vont nourrir ce cheptel. Je pense qu'il faut hiérarchiser les besoins et faire particulièrement attention à prioriser l'alimentation humaine en période de restriction. Oui, mais bon, du coup, quand on parle de bioéthanol, c'est comme déshabiller Pierre pour habiller Paul, et aussi ça pèse sur sur les autres prix. Donc vous faites bien de soulever cela. Mais alors, comment laisser l'offre et la demande s'équilibrer naturellement? C'est une question peut-être naïve, mais je me la pose quand même. Alors, il faut que le plus de gens possible puissent avoir accès à des marchés dans lesquels le prix se forme relativement librement. Je pense que c'est la meilleure façon que les ressources soient allouées. Je ne suis pas un grand fanatique de blocage de prix des denrées agricoles, parce que ça, en général, crée des phénomènes induits qui consistent dans beaucoup de pays dans lesquels on instaure ce genre de subventions. Elles ont tendance à apparaître en période de difficulté et n'arrivent pas à disparaître quand un marché est revenu à son niveau d'équilibre. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire à long terme? C'est qu'on est dans la relation d'élasticité en fait entre l'offre et la demande. Il faut laisser ce prix jouer. Alors, effectivement, il faut que les petits producteurs en Afrique puissent avoir le plus possible accès aux indicateurs de prix internationaux, dans la mesure du possible, puissent plus facilement indexer leurs propres récoltes sur des prix internationaux, ce qui peut être compliqué. Mais je pense que c'est la bonne solution vers laquelle il faut s'engager, c'est essayer que le phénomène de substitution au fur et à mesure causé par la remontée des prix laisse l'économie s'ajuster. Quand bien même il s'agit de nourriture humaine, on le voit là, les récoltes de riz ont été bonnes. C'est comme ça que je pense qu'il faut essayer de comprendre et de supporter en fait ces économies. Pascal Liu, quelle est la position justement de la FAO face à
Face à ce drame de pénurie alimentaire qui pèse aujourd'hui sur beaucoup de pays africains, vous avez évoqué tout à l'heure la COP26, la représentante malgache a tiré la sonnette d'alarme. La situation dans le pays est très délicate, très inquiétante. Euh, Quelle pourrait être la réponse? D'abord de la part de la FAO, mais aussi de tous les acteurs, les parties prenantes dans ce circuit, dans cette chaîne de valeur finalement agricole. Alors, un élément de réponse important, c'est déjà favoriser l'accès de tous les acteurs concernés à une information qui soit fiable et presque, je dirais, en temps réel sur les marchés agricoles, les prix agricoles, la situation de l'offre, de la demande et des principaux autres facteurs qui déterminent les prix sur les marchés mondiaux. Alors ça, effectivement, c'est très important. Et il y a quelques années, la FAO, avec d'autres agences, a mis en place un système d'information mondial sur les marchés agricoles, AMIS, de son acronyme en anglais, qui justement essaye donc de remplir cet objectif de favoriser une meilleure circulation de l'information entre les pays producteurs, exportateurs, importateurs, pour justement éviter aussi les emballements et que la panique s'empare des marchés. Je pense que la situation est effectivement difficile et tendue, comme vous le dites, très difficile même dans certains pays, comme disait l'interlocuteur avant moi. Ceci dit, je pense qu'il est important de ne pas céder à la panique et de raisonner, de faire en sorte que cette hausse des prix, qui est effectivement extrêmement inhabituelle et qui est due à la fois à des facteurs qui sont très conjoncturels, très temporaires, et d'autres facteurs qui sont des tendances lourdes, de faire en sorte qu'on puisse gérer donc la réponse à cette crise de manière collective le mieux possible. Donc un autre aspect, après l'amélioration de l'accès à la formation, c'est favoriser justement les débats entre les gouvernements et les principaux acteurs, notamment les grands exportateurs et importateurs, grands producteurs, pour une meilleure coordination des politiques agricoles des gouvernements et des politiques commerciales aussi. Par exemple, dans le cadre donc, du système d'information sur les marchés agricoles AMIS, il y a un forum de réaction rapide qui peut se réunir d'urgence, notamment quand il y a une crise telle que celle qui a lieu actuellement. Alors, on a aussi à la FAO et avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, un système d'alerte avancée et d'information rapide sur les risques de famine. C'est une bonne collaboration entre le PAM et la FAO, donc qui peut justement avertir en avance en cas donc de carence alimentaire et de famine prévisible, de manière à mobiliser les ressources nécessaires pour éviter donc des conséquences catastrophiques pour la famine. Enfin, il y a aussi un aspect important qui est fournir du conseil sur la formulation des politiques agricoles et commerciales pour s'assurer que les politiques pratiquées par les pays favorisent la sécurité alimentaire et évitent justement des épisodes de prix excessifs ou des remontées très rapides des prix. C'est aussi important d'essayer d'éviter des réactions intempestives de la part de certains gouvernements qui pourraient mener à justement des problèmes d'augmentation très brusque des prix des produits alimentaires ou des intrants. Par exemple, la FAO essaye de discuter avec les pays membres pour éviter qu'il y ait des réactions soudaines de restrictions à l'exportation qui pourraient avoir des effets négatifs. On essaie de voir comment on peut éviter ce type de réaction ou de moins faire en sorte qu'elles aient le moins d'effets négatifs possibles sur les marchés mondiaux. Alors, dans le plus long terme, je pense que ce qui est très important, c'est avant tout aider les agriculteurs des pays où l'insécurité alimentaire est la plus forte, les pays pauvres en général, à produire plus et mieux pour améliorer la sécurité alimentaire de ces produits. C'est important de soutenir donc le développement agricole durable et en particulier le développement des petits et moyens agriculteurs qui, en général, sont ceux qui sont le plus touchés par ces crises alimentaires. Donc pour cela, il est important de développer par exemple les services de soutien ou renforcer les services de soutien aux agriculteurs, comme par exemple la formation et la vulgarisation agricole, mais aussi de soutenir les investissements agricoles durables pour améliorer les rendements et la productivité. Parce qu'il faut bien voir que pendant plusieurs décennies, l'agriculture a souvent été un secteur négligé par les politiques gouvernementales, je dirais un petit peu en faveur d'autres secteurs comme l'industrie, les produits d'exportation. Et on a vu en fait une tendance à un sous-investissement dans l'agriculture. D'ailleurs, Pascal Liu, je me permets de vous interrompre, puisque vous parlez de
de négliger l'agriculture. Ce fut le cas lors de la COP26. On n'a pas consacré autant d'efforts à une agriculture durable et à éviter les impacts et les dommages collatéraux du changement climatique sur le monde agricole qu'on l'a fait pour les énergies, le nucléaire et j'en passe. Donc clairement, finalement, ce n'est pas un État en particulier qui néglige ce secteur vital, mais on voit que la communauté internationale, finalement, l'a négligé lors de cette grand-messe du climat. Alors oui, c'est regrettable que l'agriculture n'ait pas reçu plus d'attention pendant la COP26. Elle en a reçu quand même. Je pense qu'il ne faut pas non plus noircir le tableau de manière exagérée. Je pense que l'agriculture a été un des secteurs concernés par les négociations. La FAO a joué une partie importante justement pour faire en sorte que l'agriculture soit sur l'ordre du jour et importante pendant ces réunions. Mais c'est vrai que l'agriculture, effectivement, est à la fois une des premières victimes du changement climatique et aussi un contributeur important du changement climatique, puisque des travaux récents ont montré que les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des systèmes alimentaires, donc ce n'est pas seulement la production agricole primaire, mais c'est aussi tout ce qui est commercialisation, transportation, distribution, etc. Donc l'ensemble de la filière alimentaire peut contribuer à hauteur de plus d'un tiers des émissions mondiales liées à l'homme. Donc c'est effectivement, c'est un peu ces deux rôles qu'ont l'agriculture, à la fois grande victime du changement climatique, avec des conséquences très graves pour la sécurité alimentaire, et aussi l'agriculture doit faire plus pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Certains secteurs sont particulièrement émetteurs, et donc là, il y a aussi beaucoup de travail à faire. La FAO travaille aussi avec les parties prenantes pour essayer d'arriver à une agriculture plus durable et moins émettrice de gaz à effet de serre. Mais aussi, notre grande préoccupation, c'est d'aider les agriculteurs à s'adapter au changement climatique, qui, on le sait, va poser des défis considérables, a déjà commencé à poser des défis considérables, et les défis vont encore augmenter dans les années à venir, puisqu'avec le changement climatique, les phénomènes climatiques extrêmes vont être plus fréquents et plus violents aussi. Comme il y a plus d'énergie dans le système, dans l'atmosphère, il va y avoir des effets de plus en plus violents. Et dévastateur. Mounir Halim, d'ailleurs, évoquait cet ouragan qui a frappé la côte est des États-Unis. Bon, alors, je vous reviens surtout par rapport à l'accès à la donnée sur le terrain. Donc, mes deux chers invités, Olivier Ravel et Pascal Liu, parlaient de l'accès à ces données, de l'accès à ces cours des matières premières, notamment des fertilizers, des engrais. Qu'en est-il sur le terrain aujourd'hui, notamment en Afrique, un continent qu'on connaît avec ses failles d'accès à la donnée et tout simplement de présence de la donnée dans ce circuit, et notamment dans cette chaîne de valeur agricole? Absolument. Et effectivement, M. Olivier Ravel a mentionné que ces acteurs africains n'ont pas déjà accès à cette information et clairement, ils ne sont pas habitués à utiliser ce genre d'informations pour leur avantage, comme les autres fermiers, marchés plus développés. Maintenant, déjà, c'est la raison pourquoi Africom a été créé, c'est dans le sens de ramener la transparence dans ce continent et dans les différents pays du continent qui sont très, très opaques. On a par exemple des acheteurs des engrais qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer, et certainement certains gouvernements qui quand ils ont par exemple les producteurs, ou plutôt les acteurs locaux qui sont en train de vendre un prix qui est en train de flamber, peut-être parfois c'est que c'est juste des marges qui sont en train de monter. Donc ils sont vraiment pas connectés avec ce qui se passe dans le monde. Et donc nous, on a commencé depuis 2018. On est déjà devenu l'autorité avec ça. On a beaucoup maintenant des acteurs, des importateurs d'engrais qui, au moins, ils sont en train de suivre maintenant, mais c'est pas assez. Les gouvernements, il y a beaucoup de secteur public, et ça, c'est dans le marché d'engrais. Maintenant, c'est en côté agricole, à part les grandes boîtes sur l'Afrique. Et on sait que la majorité, c'est des smallholder farmers. C'est un challenge. Et effectivement, c'est un problème qui est facilement à résoudre en principe, mais difficile à exécuter. Il faut vraiment l'énergie, la passion, mais aussi une forte idée pour développer ce marché, à commencer à acter, commencer à vendre, à utiliser les index dans leur prix formule pour vendre leur récolte ou acheter leur engrais, et ainsi de suite.
Quel est le rôle d'un groupe comme OCP justement sur le continent par rapport à cela, mais par rapport aussi à l'accès à ces fertilizers, à ces engrais, surtout que, hein, on le disait tout à l'heure, eh bien le petit agriculteur n'a pas forcément la facilité qu'un grand agriculteur a accédé aux engrais. Donc comment justement le groupe OCP peut jouer pour améliorer cela sur le continent, dans les pays notamment où le groupe est présent? Bon, déjà, le groupe OCP a fait deux grandes étapes ou deux grandes décisions et exécutions. D'abord, était de dédier toute unité de production pour l'Afrique. C'est de 1 million de tonnes. Et aussi, ils ont ouvert des bureaux un peu partout dans l'Afrique. Et donc, des bureaux, ce qui me dit des bureaux, c'est-à-dire ils sont en contact avec les marchés locaux et les gouvernements, donc secteur public, secteur, et pour passer l'information. Maintenant de mon point de vue, le challenge que, par exemple, l'OCP, comme vous avez dit, que les fermiers africains ne peuvent pas peut-être payer sur les niveaux qu'on arrive aujourd'hui, à des prix de $1000. Mais l'OCP aujourd'hui, avec les prix qu'on a parlé au début, abordés, c'est les prix de matières premières. La même chose pour l'OCP, il a ces prix qui ont flambé au niveau de coûts. Et donc, ça reste. Maintenant, la solution, c'est pas vraiment de mon côté de voir, alors on va ramener des donations, des engrais, de mon avis, ça marche jamais. Il faut vraiment développer un marché pour qu'il soit résilient à toutes ces problèmes, ces changements. D'ailleurs, on est en train de découvrir et vivre ce stress test de pandémie et qui a confirmé qu'on n'est pas tellement prêt pour réagir. L'Afrique, c'est pire, mais maintenant, vraiment, c'est le moment de préparer contre tout potentiel problème, pandémie globale. Maintenant, en Afrique, c'est un problème. Donc, une des solutions qu'on est en train de faire aujourd'hui, d'ailleurs, comme vous avez mentionné, et je pense, soit c'est M. Ravel ou Liu qui ont dit, c'est encourager le débat. Donc, conférence en engrais, en Afrique, engrais, c'est pas nouveau. Mais de notre expérience, on sait que l'Afrique, c'est différent. Et l'Afrique, c'est pas un seul pays, c'est différents pays. Chaque pays a ses façons, ses conditions, ses spécificités. Et donc, effectivement, merci. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, et d'ailleurs ça, par exemple, on a les grands producteurs, traders et importateurs qui croient dans ce nouveau concept, qui est les débats. Donc, on a une conférence où il y a de networking, où il y a des présentations de marché, mais les présentations sont spécifiques à ce marché-là. Aujourd'hui, on est à Nairobi. Mais c'est un petit marché. Alors, Mounir Halim, quand même, quand on voit le marché africain en termes d'utilisation d'engrais, ça reste un petit marché. Est-ce que cela ne joue-t-il pas contre, finalement, que les projecteurs se tournent vers le continent et vers la sécurité alimentaire dessus? Puisqu'ils ne consomment pas tant que ça d'engrais par rapport aux États-Unis, aux autres gros producteurs, le Brésil et d'autres pays, sans citer de continent, mais bon, voilà. Mais tout à fait, ça c'est déjà un problème. Donc déjà, on est en train de consommer, disons, autour une moyenne sur le continent africain de 20 kg d'engrais par hectare, alors que la moyenne mondiale est de 100, alors qu'on est même dans d'autres pays à 200. Donc on sait très bien, on a beaucoup à faire. Et juste pour vous dire, le marché, il n'est pas petit. Il est petit relativement à d'autres marchés. En volume. Mais en volume, ouais. On a par exemple l'Afrique du Sud qui consomme 2 millions de tonnes. L'Éthiopie qui a le plus grand appel d'offres dans le monde sur le phosphate d'un seul coup. Mais pour les engrais, maintenant, ils ont besoin de 2,2 millions de tonnes, 2,1 millions de tonnes. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est, en tout cas dans mon opinion, c'est la gouvernance de certains, soit gouvernements, soit des grandes sociétés de cotonnières. Ils sont pas ils actent pas. Soit ils ne sont pas informés, c'est clair, et leurs termes d'appel d'offres sont tellement outdated que même les vendeurs ont datés ça ne leur intéresse pas. Est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? L'Éthiopie, par exemple, 800 000 tonnes que d'un seul engrais, et ils ont eu 0 offre dans leur appel d'offres qui a clôturé, ça fait 3 jours. La situation est vraiment catastrophique et on a besoin pas que des débats, mais aussi des grandes interventions, mais structurelles et sustainable, soutenues. Durable.
durable. Merci. Voilà, oui, je vous en prie. Merci en tout cas pour l'effort que vous faites de parler en français. Je sais que vous êtes plus anglophone que francophone, mais merci Mounel Halim. Alors, Olivier Ravel, bon, parlons avenir à présent avec vous pour clore ce tour de table. La Banque mondiale table sur l'accalmie des prix en 2022, donc les premiers mois de 2022. Je parle bien sûr de la genèse des prix qui ont augmenté sur les autres matières premières, en l'occurrence le pétrole et le gaz. Selon vous, ces perspectives optimistes sont-elles à prendre avec modération ? Il faut rester prudent. C'est tout à fait possible. Un certain nombre d'économies de pays d'Europe de l'Ouest tablent également sur une modération de l'inflation. C'est également le scénario central de la Banque européenne, la Banque centrale européenne. J'aurais tendance à dire, puisque ma zone de prédilection, c'est quand même l'énergie, ça va vraiment beaucoup dépendre cette année de la rigueur de l'hiver dans l'hémisphère austral. La demande de chauffage, quelque chose de relativement peu élastique. On est dans une situation où, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est la deuxième année où on va avoir un Niña, donc a priori un hiver un peu plus rigoureux dans l'hémisphère nord. Il est probable, il est vraisemblable que les zones de tension se résorbent au cours du temps, mais une partie non négligeable de l'équation, finalement, va aussi dépendre un petit peu de la situation climatique. Mais si, encore une fois, je reviens à cet équilibre entre l'offre et la demande, si le secteur financier suit. Est-ce que le secteur financier va suivre ? Si, non, dans la probabilité que le secteur financier suit ce déséquilibre entre l'offre et la demande, est-ce que la situation ne risque pas d'empirer ? Ne risquerait pas Alors, la spéculation extrême est quelque chose qu'il faut combattre. Il faut quand même, quand on parlait tout à l'heure d'accès à l'information, c'est vraiment fondamental. Un exploitant agricole, quand il a devant lui les prix aujourd'hui et puis les prix de la prochaine récolte d'un certain nombre de denrées, c'est ça qui lui permet en fait de maximiser à son niveau ses revenus. Et donc, il faut vraiment faire confiance à ces mécanismes d'équilibrage via le prix, le choix de la récolte, la faculté qu'il a de fixer en début de campagne le prix de ses intrants, si c'est possible, lui permet d'ores et déjà, s'il peut, en plus de ça, non seulement avoir accès à un marché pour les denrées spot, mais pour les denrées à la prochaine campagne ou même à la campagne d'après, dans un certain nombre de cas, pour une partie de sa récolte, même s'il faut faire attention à ne pas vendre, bien évidemment, l'intégralité de sa récolte au cas où il y a un accident climatique. Il faut se dire que c'est la meilleure façon qu'on ait trouvée jusqu'à aujourd'hui pour optimiser ces chaînes. La chose sur laquelle je reste un petit peu plus pensif et perturbé, c'est sur deux choses, la résorption de la logistique. On a quand même cette pandémie de Covid a quand même a causé un choc important sur les chaînes logistiques à l'échelle du monde. Et pour moi, un des meilleurs indicateurs à suivre pour suivre une renormalisation, ça sera le prix du fret. Qui commence déjà à baisser, hein, Olivier Ravel. Absolument. En tout cas, quand on dit abaisser, c'est par rapport au coût record qu'il a atteint ces derniers mois. Exactement. Et c'est très important qu'il commence à baisser. D'abord, ça veut dire que peut-être d'une certaine façon, les grands charterers, les grands fournisseurs de fret naval dans le monde recommencent à faire quelques investissements de mise à disposition de capacité. Mais ça introduit de l'efficience dans le système. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on a de logistique, quand on est un importateur, plus on a de faculté d'aller acheter des denrées à prix attractif sur un périmètre qui est de plus en plus important. Quand le prix du fret descend, votre zone à l'intérieur de laquelle vous pouvez sourcer vos approvisionnements, sourcer vos importations, elle s'étend. Quand le prix du fret, au contraire, augmente, ça restreint
vos différentes Logique. optionnalités. Mhm. Voilà. Très bien, Donc, merci beaucoup. il faut, Un, je vous en un prie. dernier mot. Allez, je vous laisse finir quand même, Olivier Ravel, pour donner la parole aussi à mes autres invités. Bien évidemment. Non, merci infiniment pour votre invitation, bien sûr. C'est bon. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets qui sont vraiment très importants pour l'économie mondiale. Nous aurons certainement l'occasion d'en discuter une prochaine fois. Merci beaucoup, Olivier Ravel. Je me tourne vers Pascal Hu à Rome, économiste principal des marchés et du commerce à la FAO. Un dernier mot et surtout peut-être une ou deux recommandations pour clore ce débat. Oui, merci. Écoutez, en ce qui concerne l'accalmie prévue dans les premiers mois de 2022, effectivement, c'est un des scénarios privilégiés par la plupart des économistes en raison en fait d'une relative, parce qu'on a vu en fait, et je crois que ça a été bien souligné par Olivier avant moi, qu'il y a un phénomène un peu conjoncturel de reprise très forte de la demande au niveau mondial et en parallèle un approvisionnement qui peine un peu à se reprendre, à se remettre au niveau précédent à la crise de la pandémie de la Covid-19. Donc, je pense que petit à petit, ces facteurs conjoncturels vont disparaître. Ceci dit, il restera quand même des tendances lourdes, notamment le sous-investissement dans la production d'énergie fossile, qui n'est pas encore compensé par la hausse des investissements en cours dans les énergies renouvelables. Donc là, encore une des recommandations, ce serait à augmenter le rythme, la cadence des investissements dans les énergies renouvelables, c'est très important. Dans la perspective de la FAO, nous pensons que probablement les prix ne vont pas augmenter beaucoup plus que le niveau record qu'ils ont atteint jusqu'à présent, au niveau mondial évidemment, parce qu'après au niveau local et national, il peut y avoir, comme je l'avais dit au début de cet entretien, des facteurs locaux qui jouent dans un sens ou dans un autre. Donc au niveau international, on pense que les prix ne devraient pas continuer à augmenter autant. Par contre, ils vont probablement rester à un niveau quand même relativement élevé, pas au niveau actuel, mais quand même ils pourraient rester assez haut, assez élevé par rapport à la période pré-pandémie. Pré-Covid. Et il faut aussi bien regarder ce qui va se passer à partir du printemps, en particulier dans les principaux pays producteurs de céréales, parce qu'au cas où il y aurait des baisses de production, là, on pourrait avoir de nouveau une reprise de la hausse des prix, notamment en particulier en raison d'aspects liés aux intrants, au prix des intrants, mais aussi d'aspects climatiques, au cas où il y aurait du mauvais temps, qui ne serait pas favorable à une bonne récolte de céréales, notamment dans l'hémisphère nord. Sur les marchés domestiques, les marchés nationaux, évidemment, la situation peut être différente. D'un pays à l'autre, naturellement. Merci beaucoup, Pascal Hu. Un dernier mot, Mounir Halim. Oui, alors moi pour la recommandation, je ressouligne, j'insiste sur le point de market information, donc accès à l'information, qui est information is power, donc ce qui est très très important surtout quand on parle de l'Afrique. On a besoin de ça, on a besoin d'un effort de tout le monde, de toute la supply chain, et pour éviter ce grand risque de sécurité alimentaire. Et certainement, je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter. Merci Mounir Halim, directeur général d'Africom. Merci Pascal Hu, économiste principal à la FAO. Et bien sûr, Olivier Ravel, président Europe de la Bourse électronique de gré à gré Griffin Markets. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, on a essayé de répondre à ces questions aujourd'hui d'actualité, à ces questions que se pose le consommateur, mais aussi l'agriculteur ou encore l'industriel. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris le temps d'y répondre. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.